et bienvenue à tous dans Une semaine dans le monde. Retour sur les 3 grandes actualités qui ont marqué cette semaine. Avec à mes côtés ce soir, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, à la une du numéro de novembre. Ziad, l'équation jeune, peut-être vous voulez en dire un mot? 600 millions de jeunes en Afrique de moins de 25 ans. Des dizaines de millions d'emplois à créer tous les ans. Et sinon, ça devient très compliqué en termes de gestion politique et sociétale de ces pays qui sont jeunes pour très longtemps. Ils ne sont pas jeunes maintenant, ils sont jeunes pour le siècle. Et c'est donc à découvrir dans Afrique Magazine ce mois-ci. À vos côtés, Patricia Alémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Bonsoir Patricia. Face à vous, Patricia, Fabrice Rousselot, également journaliste spécialiste des questions internationales. Bonsoir Fabrice. Est avec nous également ce soir Éric Truand, dessinateur et membre de Cartooning for Peace. Bonsoir Éric. Au sommaire, donc ce soir, de notre émission L'horreur, une nouvelle fois au Soudan, alors que des récits glaçants, parfois même des vidéos insoutenables publiées sur les réseaux sociaux par les auteurs des crimes eux-mêmes, nous parviennent après la prise d'El Fasher au Darfour par les forces de soutien rapide du général Hemeti, après 18 mois de siège, des massacres prévisibles que la communauté internationale n'a rien fait pour empêcher. Le général Al-Bourhan, quant à lui, a rejeté une proposition de trêve humanitaire formulée par les médiateurs du Quad. Aux États-Unis, les démocrates remportent plusieurs victoires clés aux élections locales, comme dans le New Jersey et en Virginie, mais on n'a quasiment parlé que de lui cette semaine. Zoran Mamdani, 34 ans, musulman, immigré, né en Ouganda, de parents indiens, ouvertement socialistes. Il est donc devenu le nouveau maire de New York. On reviendra ensemble sur cette ascension fulgurante. La COP30 à Belém, en Amazonie brésilienne, tout un symbole. Coup d'envoi officiel lundi prochain. Mais déjà, un sommet des chefs d'État actuellement. Il s'agira d'avancer sur de nombreux fronts. Réduction des gaz à effet de serre, sortie des énergies fossiles, financement de la transition climatique, défi plus que jamais de taille, alors que la lutte contre le réchauffement est attaquée de toutes parts. Et puis, le soulagement, enfin, après la libération de Cécile Collère et Jacques Paris, après 1277 jours de détention dans la prison d'Evin en Iran. Ils ont depuis rejoint l'ambassade de France à Téhéran, mais cette libération, on en parlera, elle est conditionnelle. Et on commence donc cette émission au Soudan. Silence on tue sur place. La guerre qui dure depuis 2023 entre les forces de soutien rapide du général Hemeti et les forces gouvernementales du général Al-Bourhan avait déjà fait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts et tant de déplacés et de victimes que l'ONU parlait du Soudan comme de la pire crise humanitaire au monde. Mais depuis la prise de la ville d'El Fasher par les FSR le 26 octobre dernier, à l'issue de 18 mois de siège qui a affamé près de 200 000 civils, on assiste à un nouveau niveau d'horreur. Quoique quasiment à huis clos, les tueries de civils à caractère ethnique se poursuivent dans la capitale de l'État de Darfour du Nord. La communauté internationale, elle, si prompte à venir en aide à d'autres civils ailleurs dans le monde, s'inquiète, au mieux condamne, mais ne fait rien. On va tout de suite écouter des déplacés soudanais. La guerre n'est pas une bonne chose, je le jure devant Dieu. Elle a détruit des vies, coûté la vie à des jeunes et brisé des familles. Nous n'avons rien d'autre à dire, nous voulons simplement que le pays se rétablisse, que les gens puissent retourner sur leurs terres et vivre en paix et en sécurité. Dieu merci, ils se sont mis d'accord. Nous ne voulons pas que notre Soudan soit sans abri, fracturé et en proie à des problèmes. Que la milice des FSR ait accepté ou non le cessez-le-feu, elle ne le respectera pas, comme cela a été le cas pour les accords précédents. Le sang des martyrs doit être vengé. Il ne devrait donc pas y avoir de cessez-le-feu. Nous devons en finir avec ce qu'on appelle les FSR. Patricia, je commence par vous. Vous connaissez très bien le terrain soudanais. Exécutions, viols, pillages sont innombrables depuis de nombreux jours. Pourraient même constituer d'ailleurs des crimes contre l'humanité selon le procureur de la CPI. On n'avait pas vu cela depuis les massacres d'El Geneina. C'était il y a 2 ans. Oui, c'était en 2003 qui avait fait plus de 10 000 morts, je vous rappelle, au bas mot, d'après les calculs. On n'avait pas vu ça. Cette guerre au Soudan, c'est une guerre à plusieurs strates, en fait. C'est-à-dire que l'origine, si on va tout à l'origine du conflit, il faudrait presque remonter au mandat britannique, se souvenir des grandes révoltes mahadistes islamistes qui ont lieu au tout début, à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Les origines sont très profondes. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est l'affrontement entre 2 généraux. Un général
qui est à la tête de ces forces de réaction rapide, hein, qui étaient alliés avec l'autre général, qui est Al-Bourhan, qui était à la tête de l'armée officielle. Bon. Ils étaient alliés donc lors de la chute voilà, d'Omar el-Béchir. Alliés au moment de la chute de l'ancien dictateur, qui se sont divisés, etc. L'un prétendant, celui qui est actuellement à la tête des forces de réaction rapide ou des milices, on appellera ça comme on veut, mais enfin c'est une vraie armée, hein. Celui-ci se prétendait, ou se prétend, le défenseur des peuples arabes, nomades, opprimés de l'ouest du Darfour. Al-Bourhan, lui, c'est la tête de l'armée, il représente les élites du Nil, en quelque sorte, qui bordent le Nil, les grandes familles sur lesquelles se sont appuyés les Turcs, les Anglais, etc. Bon, ça, c'est une strate de lecture. L'autre strate, c'est que depuis pratiquement Niéméry, les pouvoirs en place à Khartoum jouent sur les rivalités ethniques dans l'ouest du Darfour. Le mot ethnie est un mot qui nous rappelle les colonies, mais les généraux, les dictateurs ont toujours joué là-dessus. Alors ils opposent quoi? Ils opposent des populations dites blanches, arabophones, arabes, les nomades, aux populations noires qui peuvent être soit musulmanes, soit non musulmanes. Et donc, le massacre d'El Jeninah, c'était déjà contre des populations noires. Le massacre qui est actuellement à El Fasher, c'est pareil. Ce sont des messalites, enfin bon, c'est pareil. Donc, il y a, si vous voulez, ces différents niveaux. Et le quatrième niveau de lecture, c'est les ingérences économiques étrangères. Alors justement, les Émirats, par exemple, veulent gérer le commerce de l'or. Mais il n'y a pas que ça. Donc on va sûrement revenir, mais il faut garder à l'esprit ces 4 niveaux de lecture sans lesquels on ne peut pas comprendre ce qui se passe au Soudan. Ziad, Patricia le disait, les racines de ce conflit sont très anciennes. Néanmoins, ces dernières années, et Patricia a commencé à en parler, le conflit s'est largement internationalisé. Il faut bien avoir conscience de cela pour bien comprendre aussi les rapports de force actuels. Il est forcément internationalisé quand on voit la carte et on voit le rôle, j'allais dire, géographique et naturel du Soudan. D'abord, il y a une façade maritime extrêmement stratégique qui est sur la mer Rouge, en face de l'Arabie Saoudite, sur le chemin du canal de Suez. C'est une des routes maritimes les plus importantes du monde et tout le monde cherche à se positionner sur ce passage. Deuxièmement, c'est le pays de transit du Nil, donc qui va de l'Éthiopie vers l'Égypte. C'est le pays de l'or, c'est le pays de toutes sortes de richesses parce qu'on va en trouver du gaz, du pétrole, etc. Donc il y a forcément un rôle pour les puissances régionales. L'Égypte soutient grosso modo le général de Khartoum parce que c'est une espèce de légalisme. Ils se connaissent, ils sont un peu de la même école. La Turquie aussi, le Qatar. Les Qataris, les Émiratis. Alors c'est très compliqué. Quand on dit soutien, c'est des armes. Oui, parce que sinon la guerre n'aurait plus lieu. Si on arrêtait les armes, il n'y aurait plus de guerre. Mais je pense que ce qui manque dans tout ça, c'est d'abord c'était à huis clos. Et pendant très longtemps. Et comme tu disais, on a oublié la guerre du Darfour, les Janjaouides qui étaient les prédécesseurs des fameuses forces de soutien rapide. Donc il y a déjà des massacres, la guerre remonte loin. Et en fait, c'est aussi une histoire post-coloniale d'un pays qui est né un peu tiré au crayon, qui s'est déjà séparé en deux, parce qu'il y a déjà eu le Soudan du Sud, qui peut peut-être encore se séparer en trois avec la création d'un Darfour indépendant. On ne sait pas jusqu'où on va. Le scénario d'une partition est totalement possible. Et puis, c'est pour rajouter la strate 7, pour voir à quel point c'est important. En fait, ce conflit, on l'a des îles du Cap-Vert exclues, mais on l'a de la côte ouest de l'Afrique, tout le long du désert du Sahara, juste à la côte est, c'est-à-dire cette zone de choc, normalement, comme ils vivent ensemble depuis des millénaires, ça devrait ne pas être une zone de choc, mais il y a une zone de choc entre des populations dites arabophones ou nomades, ou de culture, et des populations subsahariennes dites noires qui sont plus sédentaires et qui ont une zone de contact qui est extrêmement difficile. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est l'absence de l'Afrique. C'est-à-dire de l'Afrique officielle, que ce soit celle de... Plus encore que l'immobilisme de l'Occident. Il y en a un que j'interpelle depuis quelques semaines sur ce plateau, c'est Donald Trump qui veut faire la paix partout, qui veut aller faire la paix au Nigeria. Je pense qu'il devrait commencer par... Alors là, il veut ménager du coup les Émirats Arabes Unis, c'est ça? Oui, mais là, si on veut agir, c'est un endroit où on peut agir.
Mais il n'a aucun intérêt à agir. Il n'a aucun intérêt à agir là. Les Émirats, donc on l'a dit, soutiennent... Donc ils ont une grosse responsabilité. Hein, oui, alors il y a même eu je crois que c'était en juillet dernier, une enquête des renseignements américains qui démontrait que les Émirats livraient des armes européennes dont françaises, aux forces de soutien rapide. Et donc il y a quand même une énorme responsabilité de la communauté internationale. On oublie quand même que le siège d'El-Fasher, ça fait 18 mois que ça dure. Et on s'en rend compte juste là qu'on sorte des vidéos. Les massacres, on aurait pu les arrêter. Il a fallu des vidéos où on voit des atrocités qui sont filmées en plus par les gens qui et dans un climat d'impunité où en gros on rigole alors qu'on est en train d'exécuter des gens, dont des enfants et des femmes. Donc on est quand même, il y a quand même une question de responsabilité internationale. Alors, on l'a vu, il y a des enjeux qui sont des enjeux économiques, mais des enjeux militaires. Mais il y a un moment, si on veut stopper cette guerre, si les Émirats arrêtent de livrer des armes, en tout cas ça va ralentir. Et Trump, pour l'instant, il va dans les conflits où il a un intérêt. Là, il ne voit pas son intérêt. Son intérêt, pour l'instant, il est de rester ami, entre guillemets, avec les Émirats arabes unis, vu ce qui se passe dans la région Gaza et ailleurs. Donc, pour l'instant, Trump n'ira pas. Il y a ce plan de paix avec justement les États-Unis, du fameux Quad, qui pour l'instant n'avance pas. Il y a cette trêve dont tout le monde espérait quelque chose qui, de toute façon, ne se tient pas, et rejetée par Al-Bourad, donc l'action, les forces gouvernementales. Donc pour l'instant, on est toujours dans une impasse. Et comme le disait Patricia, c'est un pays qui est martyrisé et meurtri depuis des décennies et des décennies. Patricia. Oui, je pense que les Émirats jouent un rôle fondamental parce qu'effectivement, c'est eux qui alimentent par des armes, par différents canaux. Ils passent par la Somalie, grosso modo. Ils remontent au Tchad. Il y a le régime tchadien sous pression et en échange d'un fort prêt donné à Djamena, à un aéroport à la frontière avec le Soudan. Si on voyait la carte, qui est en fait l'endroit où est pratiquement né le père du président tchadien actuel, Idriss Déby. Et donc là, sur cet aéroport, eh bien, les armes après transitent très tranquillement au Soudan. On le sait depuis 2 ans. Le New York Times avait fait une superbe enquête, photo à l'appui, depuis 2 ans. Donc, quel est l'intérêt des Émirats? Pourquoi soutiendraient-ils? Simplement, c'est pour avoir l'or. Il ne faut pas oublier que tout l'or transite par les frontières hors marché noir, en quelque sorte, et à Dubaï. Qu'est-ce qu'est Dubaï? C'est le hub de l'or. L'or est blanchi, en quelque sorte, fondu, et inonde après le monde entier. Donc, on a ce rôle. Mais les Émirats livrent des armes, et des armes, on dit c'est juste des Toyota. Non, c'est des drones. Des drones qui ont aujourd'hui attaqué Khartoum. Des drones qui, aujourd'hui, il y a quelques semaines, ont dévasté Port-Soudan. En échange de ça, Al-Bourham, lui, il a l'aviation, mais il a aussi des drones envoyés par les Turcs. Donc, et quant à la Russie, qui était alliée au début avec les forces de réaction rapide, maintenant, elle est alliée avec plutôt le Al-Bourham, celui donc qui a remis... Beaucoup de mercenaires d'ailleurs sur place. Enfin, oui, alors il y a des mercenaires en plus, Wagner. Mais il y a des mercenaires dans les 2 camps. Hein, les Émiratis donnent des Colombiens, livrent en quelque sorte des Colombiens. Donc les mercenaires sont partout. Mais ce que je veux dire, c'est que la Russie est intéressée. Et on a commencé à en parler avec la mer Rouge, parce qu'ils veulent établir un port sur la mer Rouge. Donc c'est le contrôle de la mer Rouge qui est important, qui intéresse les Russes, qui intéresse l'Arabie Saoudite. Et les Émirats, eux, c'est autre chose. Et personne ne bougera. Ziad, et après on passe au défi. Juste sur les Émiratis, dans le psyché émirati, le contrôle de la mer Rouge est un enjeu stratégique. Mais bien sûr, parce qu'ils étaient au Yémen. Non, et puis ils ont une des plus grandes boîtes portuaires mondiales qui s'appelle DP World. Ils ont perdu Djibouti et ils essayent de s'installer sur la côte saoudienne, ils essayent de s'installer, etc. Et c'est un flux qui est très important. La deuxième chose, c'est que une des clés du comportement émirati, certainement l'or et le business, c'est la suspicion d'islamisme de Bourhane, qui est perçu comme un des généraux, en fait, héritiers d'Omar el-Béchir, qui aurait truffé son armée et son administration de proto-islamistes ou de post-islamistes, qui n'attendrait qu'une chose, c'est de recréer, en fait, un Omar el-Béchir II un peu plus présentable, mais à forte tonalité islamiste. Et donc, forcément, les Émiratis sont à la pointe du combat sur tous les territoires. Hein, c'est-à-dire, c'est pas que le Soudan, sur tous les territoires anti-islamistes. Mais
encore une fois, si vous alimentez la guerre à ce point, ça commence à avoir des problématiques, j'allais dire, de respectabilité. C'est-à-dire, on peut pas se dire les Émirats, la plateforme globale, le business, Dubaï, la culture, Abu Dhabi, là, et en même temps participer à quelque chose qui est quand même terrible sur le plan des victimes civiles. Mais il y a des milices complètement islamistes radicales intégrées à l'armée de Al-Bourhan. Il y a des milices formées et qui sont que des milices dures, qui sont pas qui agissent en tant qu'elles et qui commettent les mêmes exactions, parce qu'il faut le dire, les exactions sont dans les deux cas, les mêmes exactions, les mêmes tueries, les mêmes vidéos qui sont commises à El-Fasher. Et ça, on l'oublie. Fabrice, peut-être un dernier mot sur le silence aussi, il faut le dire, hein, à nouveau des Européens. Les Européens, on l'a vu, on le disait tout à l'heure. Qui attendent que Trump ils regardent, ils attendent, ils n'ont aucun moyen de pression. Comme on le disait, il y a même des armes européennes qui arrivent dans ce dossier. Donald Trump est quelqu'un qui aime la gloriole, qui aime trouver des solutions faciles. Le Soudan, c'est tout sauf une solution facile. Donc, il sait qu'il y a beaucoup de risques à entrer, à mettre le pied dans ce conflit. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a des soutiens des Émirats arabes unis, donc évidemment, donc il ne veut pas les perdre. Donc, pour l'instant, moi, je ne vois pas Trump arriver à, en tout cas, intervenir de façon un peu importante dans ce conflit. Il n'en a aucune raison. Il a des soucis à la maison, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc pour l'instant, il reste, c'est pas quelque chose qu'il regarde de façon très aiguë. Truand, le regard des dessinateurs de presse du monde entier sur cette tragédie. Alors vous en avez parlé la semaine dernière, je crois. Donc j'ai essayé de ne pas reparler. Moi, j'étais pas là, donc. Alors, je refais mon intro. J'ai réutilisé l'image de strates que vous avez utilisée, que Patricia a utilisée, pour vous décrire en 4 dessins les 4 strates du traitement d'un tel drame par les dessinateurs et dessinatrices, ou de digestion de ce drame. Un premier dessin avec une strate que je qualifierais d'abattement, un dessin qui nous vient du Maroc, de Derkaoui, un dessin qui fait écho un petit peu à ce qu'on disait en début de discussion, un huis clos, un martyr qui dure depuis des décennies, et un SOS qui commence à se fondre avec le Soudan, comme si le Soudan était ad vitam un pays martyr. Un second dessin qui va décrire la strate prise de distance, un dessin qui nous vient d'Arabie Saoudite cette fois-ci, qu'on va voir dans quelques instants, d'Amin Al-Abara, où effectivement là on voit déjà un Saoudien qui veut juste une chose, au-delà de la cessation de toutes ces horreurs, c'est manger et vivre dans un pays en paix. Un troisième dessin, une strate ironie et une prise de distance un peu plus élevée. Visiblement, un dessin de dilemme d'Algérie. Un Trump qui n'a pas entendu l'appel ou les appels de Ziad. Soudan, des civils massacrés dans l'indifférence générale. Il tombe mal, ce n'est plus la saison des prix Nobel de la paix. Et un dernier dessin où là, la strate française de la Serpe est une strate d'humour potache ou de digestion par l'humour et par l'ironie extrême. Soudan, massacre dans l'indifférence générale, pas tout à fait. La flottille de la paix est en route. Et on voit la flottille effectivement sur un désert africain. Merci beaucoup Truand pour ces dessins. Deuxième thème d'une semaine dans le monde ce soir, c'est ce phénomène politique aux États-Unis dont tout le monde parle et même bien au-delà des États-Unis. Le démocrate Zoran Mamdani, 34 ans, musulman, né en Ouganda de parents indiens, ouvertement socialiste. Il est donc devenu le nouveau maire de New York, encore inconnu du grand public il y a un an. Il a réussi l'impensable à l'issue d'une intense campagne de terrain doublée d'un maniement quasi professionnel des réseaux sociaux. Son programme est simple, il est social, rendre New York abordable, gel des loyers réglementés, gratuité des transports, crèche à prix raisonnable, épicerie à moindre coût. Son ascension irrépressible et sa victoire sont le pire cauchemar de Donald Trump, qui avait d'ailleurs menacé avant le scrutin de sanctionner financièrement New York en cas de victoire de Mamdani. Celui-ci lui a répondu lors de son discours de victoire. On va l'écouter. New York, ce soir tu es délivré. C'est un mandat pour le changement. Un mandat pour une nouvelle forme de politique. Donald Trump, je sais que tu nous regardes. J'ai 3 mots à te dire. Monte le son. Fabrice, il incarne tout ce que Donald Trump honnit.
Oui, d'une certaine manière, oui. Alors, c'est pareil, il y a plusieurs lectures. La première, c'est New York. Donc, il y a quand même une spécificité New York, une ville que je connais un peu par cœur, j'allais dire. Il y a encore 9 mois, il était à 1% dans les sondages, hein, Mamdani. Donc, ça a quand même été une surprise, même si elle était attendue, puisque les dernières semaines, il était en tête. Il a gagné avec deux éléments principaux. Vous l'avez dit, une campagne sur le coût de la vie à New York. C'est une ville qui, depuis notamment la fin du Covid, est devenue complètement inabordable. Un dentifrice à New York, c'est $10. Un verre de vin, c'est 20. Une bouteille qu'on paye 10 € à Paris, elle est à 50. Et donc, on est dans une inflation comme ça qui est absolument intenable, où il y a des inégalités qui se construisent. Et lui a construit sa campagne autour de ce thème du coût de la vie. Get New York affordable. Donc, que vous puissiez vraiment avoir accès à toutes les choses à New York, donc le bus gratuit, il veut baisser les loyers qui sont les loyers dominés, qui sont régulés par la ville. Donc voilà, il y a ce message-là. Et il y a un message qui est un deuxième message, qui est un message auprès des jeunes, de la jeunesse aussi. Il a mobilisé énormément de jeunes. Et c'est le plus jeune maire de New York. Hein. Voilà, c'est le plus jeune maire de New York, c'est le premier musulman, c'est le premier socialiste, en tout cas déclaré. Et c'est important ce message générationnel parce que il envoie un message que quelque part il y a besoin d'un petit coup de balai chez les démocrates. Voilà, c'est fini. Qui ont d'ailleurs tardé, oui, qui ont tardé, bien sûr, soutenu, bien hein. sûr. Et c'est ça qui est important. Alors c'est là que ça vient en résonance avec la politique nationale, avec Trump, puisqu'on a eu les victoires en Virginie, au New Jersey, et puis le référendum en Californie. C'est que même si New York est atypique et qu'on ne peut pas tirer des plans sur la comète, ça peut servir de détonateur pour le Parti démocrate. Le Parti démocrate est complètement atone depuis l'élection de Donald Trump. Et donc, si ça sert de détonateur avec des midterms qui se profilent dans moins d'un an, etc., eh bien, il y a de quoi, évidemment, s'inquiéter pour Donald Trump, d'autant qu'il est dans un contexte qui est compliqué. On l'a dit, le shutdown, où les fonctionnaires ne sont plus payés. L'électorat de Mamdani, c'est intéressant. C'est l'électorat que les démocrates n'ont pas pu avoir lors de l'élection présidentielle. Il a touché les classes moyennes racisées, population noire, population en difficulté. Les jeunes, tout cet électorat avait échappé aux démocrates, aux présidentielles. Lui a récupéré cet électorat-là avec un message simple. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une petite mise en alerte à Donald Trump. Patricia, ça pourrait effectivement redynamiser le parti démocrate qui, on le sait, est aussi par ailleurs traversé par de profondes fractures. Enfin, on en parlait, mais générationnel et idéologique aussi, parce qu'il est beaucoup plus progressiste, beaucoup plus à gauche, disons, que toute une frange du Parti démocrate. Il représente la tendance qu'on appelait Bernie Sanders, c'est-à-dire très à gauche, mais version pas 65, ni 75, mais version 30 ans. Et donc, c'est un signal, je partage totalement l'avis de Fabrice, c'est un signal aux démocrates, au parti. Parce que le parti a laissé complètement tomber, la classe moyenne, la question des revenus, et a laissé tomber la jeunesse. Donc, il s'est intéressé aux people, aux transgenres, à toutes ces questions qui ne sont pas du tout dans le discours, ou très peu dans le discours de Madani, même si il se revendique en faveur des LGBT, etc. Mais son discours politique est essentiellement tourné vers les conditions de vie et vers la jeunesse. Et le Parti démocrate et les jeunes démocrates dans les universités se sont aperçus, c'est assez récent, se sont aperçus que les républicains, avec Kirks, avaient énormément recruté dans les universités, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, et avaient fait un travail en profondeur dans les campagnes, j'ai envie de dire, dans les universités secondaires américaines, et que les démocrates a été absents. Et donc, on a un réveil des jeunes démocrates qui disent « Mais nous aussi, il faut qu'on bosse sur les réseaux sociaux, il faut qu'on fasse du porte-à-porte, il faut qu'on aille voir les gens, et il faut qu'on s'occupe des questions de vie et de survie. » Parce que nous, on est concernés aussi avec nos emprunts, etc. Donc, il y a une prise de conscience chez les jeunes. Mais est-ce que cette prise de conscience va atteindre le sommet du Parti démocrate? Alors ça, c'est une autre histoire. Parce qu'il est englué dans une espèce de vieillissement. Alors bon, on voit que Nancy Pelosi va enfin quitter, prendre sa retraite de la Chambre. Mais il est enquisté. Et donc, et ce n'est pas...
excusez-moi, je vais dire la Floride, mais c'est l'autre côté. La Californie. Et le gouverneur qui va entraîner les foules, parce qu'il y a toujours un regard vis-à-vis de la Californie, même si Reagan était de Californie, il y a toujours un regard un peu condescendant du reste de l'Amérique profonde et une méfiance vis-à-vis de la Californie. Donc je crois que le sursaut viendra de la jeunesse, mais si elle arrive à réveiller et à sortir de son apathie la direction du parti. Zia, d'autres représentants du Parti démocrate ont remporté des scrutins locaux. Mardi dernier, voilà, Mickey Sherrill dans le New Jersey, Abigail Spanberger en Virginie. Qu'est-ce que ça nous enseigne un an après la réélection de Donald Trump ? C'est comme le cas intéressant, c'est la Virginie qui a shifté, qui est passé de républicain à démocrate. Le reste, on voit bien la guerre culturelle qui traverse le Parti démocrate entre Mamdani et la personne qui a été élue au New Jersey. C'est deux mondes politiques, culturels. Et moi, je reviens quand même un peu sur Mamdani. C'est quand même c'est sismique. Je ne sais pas. Il est américain depuis 7 ans, depuis 8 ans. Il est musulman dans une ville dont on a dit que c'était la Mecque, la Mecque de la finance et la plus grande ville juive du monde en dehors d'Israël. Il a déchaîné contre lui, une campagne islamophobe d'une violence sur les réseaux sociaux qui est absolument incroyable. Il y a des élus républicains qui disent il n'est pas américain et le danger c'est qu'on laisse ces gens devenir américains et qu'ils vont pervertir la nation américaine. Donc il y a cette vague quand même qui est d'une puissance contre lui et c'est là que je trouve que le phénomène est très intéressant. C'est pas uniquement avec les réseaux sociaux qui gagnent. Moi, je veux bien, la campagne était super smart et tout. Non, c'est parce que le message, c'est ce que vous avez dit, le message porte. Moi, je connais New York d'avant toi. Il y a un mythe à New York qui s'est effondré. Le mythe de New York, c'est the city where you can make it. C'est la ville où tu vas le faire, où tu vas devenir riche, tu vas devenir connu. C'est pas vrai. La ville, c'est une pyramide hiérarchique avec des gens qui gagnent beaucoup d'argent en haut et qui ont des appartements à 5-10 millions de dollars et une armée, excusez-moi du terme, une armée de prolos qui bossent à 5 $ de l'heure pour faire tourner la machine. Et ce monsieur, il parle à ces gens-là, il a été élu par des Blancs, il a été élu par des jeunes Blancs aussi, il a été élu par des jeunes Juifs américains. Donc il a un discours de remise en ordre sociétale. Alors bon, New York, quand on va dans le Midwest, on a plus de mal à avoir ce genre de discours. C'est vrai. Mais ça parle, New York, ça peut parler Chicago, ça peut parler Los Angeles, ça peut parler dans les grandes villes. Le Midwest, la Floride, il y a un maire, il y a une élection à Miami qui, semble-t-il, pour la première fois, est tendue. Et on a fait des parallèles, par exemple, et je trouve que c'est intéressant avec l'élection d'Obama. Pourquoi on a fait des parallèles avec l'élection d'Obama ? C'est parce qu'aussi Obama est arrivé comme un outsider, et Obama a mobilisé la jeunesse, le porte-à-porte, les réseaux sociaux. C'est exactement, c'est la même méthodologie. Et je pense qu'il faut faire un peu attention. La jeunesse new-yorkaise a énormément changé sur les 20 dernières années. La jeunesse new-yorkaise, notamment à l'aune du conflit à Gaza, etc., s'est mobilisée sur la Palestine, sur les campus, etc. Même la jeunesse juive s'est mobilisée pour défendre et pour demander l'arrêt des bombardements de Gaza. Donc il y a un shift, pour le dire en bon français, à New York. Il y a quand même le terrain qui avait été préparé aussi par Alexandria Ocasio-Cortez, qui avait été élu de façon magistrale. Et donc il y a cette jeunesse-là qui existe, qui est en train de faire changer un peu les choses. Alors c'est vrai que New York est complètement atypique. Et il faut voir, comme l'a dit Patricia, si ça peut se répercuter ailleurs. Il y a une nouvelle... Le Parti démocrate a besoin de se régénérer, sinon ils n'y arriveront pas. Genre, ils ont J.D. Vance qui potentiellement peut être après Trump. Ils ont besoin de figures plus jeunes. On verra bien ce qui se passe. Truand, les dessins. Alors, j'ai à nouveau 4 dessins pour vous. J'ai essayé, et les dessinateurs au quotidien ont essayé d'éviter de dessiner Trump en parlant des États-Unis. Bravo. Donc je vais bien commencer avec un dessin qui nous vient précisément des États-Unis, de Koterba. Il y a une certaine unanimité chez les dessinateurs et dessinatrices. C'est plutôt une bonne nouvelle, l'élection de Normandy. Donc vous voyez ici le symbole des États-Unis, la Statue de la Liberté, et une lueur de lumière au bout de son pouce. Un second dessin qui utilise là aussi un symbole. Alors, il y a déjà une pointe de Trump qui arrive.
Donc on voit effectivement King Kong et No King's Kong, qui fait référence à No King's Kong. Il y a les grosses manifs il y a quelques semaines, pardon. No King's Day. No King's Day, pardon. Oui, les manifestations. No King's Day, tout à fait. Merci. Parce qu'il reproche à Trump d'être devenu un roi d'Amérique. Donc voilà, donc dessin qui fait écho à vos discussions et à ce qui pourrait se passer suite à la fois chez les démocrates et entre la relation entre ces deux hommes depuis l'élection. Un troisième dessin où là on a recours à la métaphore. Ce dessin nous vient de Jordanie, d'Emma Lajaj. Une métaphore, la métaphore de la Big Apple, qui s'est transformée sur ce dessin en orange, avec néanmoins une pointe rouge. Alors c'est le rouge socialiste, et le bumper sticker, qui est lui aussi un des symboles de l'Amérique et de New York. Et un dernier dessin où là on a baissé les bras, un dessin du français Mikaya. Donc je vous laisse le lire. USA, Donald Trump relance les essais nucléaires. Viser New York, c'est tentant en effet. Merci beaucoup Truand pour ces dessins. Allez, on passe maintenant à la COP 30 des Nations Unies pour le climat qui se tiendra donc à Belém en Amazonie brésilienne. Tout un symbole du 10 au 22 novembre, précédé depuis hier déjà par ce sommet des chefs d'État. 191 pays et 50 000 participants vont donc se rassembler pour cette COP qui doit avancer sur de nombreux fronts, la réduction des gaz à effet de serre, sortie des énergies fossiles, financement de la transition climatique, un défi immense, d'autant que le contexte n'est pas très favorable, c'est le moins qu'on puisse dire. La lutte contre le réchauffement climatique est même attaquée de toutes parts. Pendant ce temps, les phénomènes météo extrêmes, eux, se multiplient avec des dégâts immenses, notamment dans les pays dits du Sud, et des conséquences qui se font ressentir avec intensité sur les plus pauvres. Le président brésilien l'assure, il faut agir au plus vite, on va l'écouter. Des forces extrémistes fabriquent des fake news par pur calcul politicien et enferment les générations futures dans un modèle dépassé qui reproduit perpétuellement les inégalités économiques et sociales et les dégradations environnementales. La fenêtre d'opportunité se referme rapidement. Le changement climatique est le résultat des mêmes dynamiques qui, pendant des siècles, ont cassé nos sociétés et les ont divisées entre riches et pauvres, entre pays développés et pays en développement. Ziad Lula le dit, il veut faire de cette COP la meilleure de toutes les COP. Il a lancé son fonds pour la forêt, ce fonds inédit donc pour préserver les forêts tropicales. Et en même temps, il y a quelques jours, il a apporté son soutien à ce projet d'exploration pétrolière au large de l'embouchure de l'Amazone. Il n'est pas un peu schizophrène, là ? On avait les strates, et en fait, on est toujours dans les strates. D'abord, je pense que cette COP, en fait, l'objectif central de cette COP, chaque COP est toujours la meilleure des COP, mais cette COP, c'est déjà de revenir à la base, c'est-à-dire l'accord de Paris, voir où on en est, et imprimer dans le discours public que l'action collective est essentielle. Au moment où les Américains lâchent l'affaire, au moment où d'autres grandes puissances comme l'Inde sont moyennement là, les Chinois ne veulent pas prendre la main, et ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont un pays pauvre, ce qui est quand même un gag, alors que c'est la deuxième puissance du monde, ou la première en volume. Donc on voit bien que le message. La deuxième chose, c'est que les Brésiliens sont les mieux placés parce qu'ils ont une diplomatie climatique très très active, parce qu'ils sont au cœur des ambiguïtés et des complexités du dossier climatique. Donc oui, il faut protéger l'Amazonie, oui, il faut défendre la forêt. En même temps, si j'ai $1 milliard ou deux qui sont au large de l'estuaire, et surtout dans l'équilibre politique brésilien, il peut payer très cher le fait de ne pas laisser ce truc. En tout cas, le message envoyé quand même au reste du monde n'est pas terrible, quoi. Non, je suis pas d'accord, parce qu'il fait les deux. Et le reste du monde, c'est qui ? Si c'est les Européens, et les Américains, etc., qui ont décidé qu'en gros le changement climatique, ça allait devenir l'adaptabilité climatique, parce que c'est trop cher, c'est trop compliqué, on n'y arrive pas, etc. Mais quand vous parlez aux pays émergents et aux pays du Sud, cette espèce d'ambiguïté entre protection, adaptation et exploitation des richesses, elle est partout. Il y a beaucoup de pays, par exemple en Afrique, qui ont des capacités carbone, pétrole, gaz, etc., et qui ont des urgences climatiques, et qui disent même « laissez-moi exploiter mes capacités carbone pour financer mes urgences climatiques sur lesquelles personne ne vient m'aider ». Donc c'est pour ça que le Brésil peut
être un pivot intéressant. La question du financement et de l'adaptation justement au changement climatique, elle est centrale. Elle est centrale et c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde parle d'adaptation et plus de lutte contre le changement climatique. Et je crois que c'est une grave erreur. Parce que quand on dit aux gens adaptation, tout le monde pense qu'avec le progrès, on va régler notre problème. Non. On ne va pas régler notre problème avec le progrès. On va simplement, au lieu d'avoir 4,5 de hausse à horizon 70 ou je ne sais plus 100, on va avoir 2,5, 3, 3,5. Mais c'est énorme déjà. On ne se rend absolument pas compte ce que ça sous-entend comme effort d'adaptabilité. Et puis la seconde chose, c'est qu'on dit toujours « Ah, les forêts, formidables ». Les forêts, c'est des puits carbone, elles absorbent plus qu'elles ne recrachent. Ça devient faux, imaginez-vous. Le changement climatique, qu'est-ce qu'il fait? Il fait crever tous les arbres dans la forêt. Et donc, il pousse moins d'arbres qu'il n'en meurt. Donc, la forêt, on s'est aperçu, alors en Finlande, mais on s'est aperçu, je crois, en Indonésie et en Afrique, qu'il y a certains endroits où les forêts recrachent plus qu'elles n'absorbent. Donc, tous nos discours sur l'adaptabilité, etc., tout ça, c'est simplement parce qu'il faut calmer la population, on n'a plus d'argent. Et certains veulent continuer à drill, ça veut dire forêt, comme le dit le président américain. Et Lula, à ce niveau-là, il est assez habile. Parce qu'il ne veut pas se fâcher avec le président américain, donc il va faire un peu de drill. Il va un peu... Mais si, il dit à Trump, tu vois aussi, je fais quand même, je ne suis pas complètement contre le pétrole. Moi, je suis encore un peu plus pessimiste que vous, parce que je trouve que c'est un sommet d'échec, en fait, 10 ans après Ils n'ont pas commencé. Oui, il n'a pas commencé. Oui, non, mais si, il a commencé dans le sens où les experts disent déjà que les objectifs d'un plus 5, c'est fini, qu'on sera à 2,5 Là, on est sur une trajectoire de 2,8. Voilà, etc., entre 2,5 et 3. Tout le monde dit qu'on ne va pas y arriver. Il y a un autre élément qui fait qu'on a l'impression quand même que la question climatique est sortie de tous les agendas politiques de toutes les nations. Y compris en France. Voilà. Il y a Trump, d'accord, le plus grand climato-sceptique, il y a l'un qui ne va pas. En France, et même les attaques sur le pacte vert européen au Parlement européen. Voilà, on parle d'énormément de choses en France. Ça doit faire des mois qu'on n'a pas parlé du climat. À Belém, je crois qu'il y a uniquement 29 chefs d'État qui se sont déplacés sur 178 nations. C'est inédit. Voilà. Et donc on est quand même dans un cadre où, c'est malheureux de le dire, là, il semblerait que la question climatique ne soit plus une priorité, que les grands de ce monde voient leur intérêt ailleurs, et que du coup, on est sur l'adaptation, qui est le terme le pire qu'on puisse imaginer parce qu'on ne va pas s'adapter à la crise climatique. Le jour où ça va arriver, et ça arrive de plus en plus tous les mois, bien, on ne pourra plus s'adapter, donc ce sera trop tard. Donc je suis assez pessimiste sur ce qui se passe. Et c'est déjà l'heure de regarder les dessins, Truand. Oui, qui sont tout aussi pessimistes. Je suis désolé. Un premier dessin qui nous vient des Pays-Bas, d'Arend van Dam, voilà, qui fait écho à ce qu'on disait sur la forêt notamment. Alors je ne sais pas s'il y a 29 places ici. En tout cas, on est déjà assis sur des souches et il semble dans ce dessin que c'est déjà un peu trop tard. C'est coupé, on va dire. Voilà, c'est coupé. C'est rasé. Un second dessin qui vient de Cuba, de Marc Tirena, du dessinateur Marc Tirena, où Kylia fait écho à ce que disait Patricia. On essaie de calmer la population avec un écran de fumée qu'on fait avec la maison qui brûle ou l'usine qui pollue. Donc, je trouvais que c'était un dessin très intéressant, là aussi muet, donc très, très fort, mais qui fait effectivement écho à la pression qu'ont les dessinateurs, et je crois beaucoup d'entre nous, à cette succession de copains. Un dernier dessin en parlant de faire des ronds de fumée, qui décrit ce qu'on imagine, ou ce que Rodot, le dessinateur français, imagine que les délégués font dans ces COP. Alors des ronds avec des bras, soit pour refroidir, soit pour brasser du vent. Donc pas très optimiste comme sélection. Merci beaucoup Truand. Allez, un tout dernier mot de Cécile Colère et Jacques Paris, enfin libérés de la prison d'Evin en Iran, où ils ont été détenus durant 1277 jours dans des conditions inhumaines selon le Quai d'Orsay. Ils ont depuis rejoint l'ambassade de France à Téhéran, semblent en bonne santé. Soulagement évidemment immense pour leur famille, même si cette libération est conditionnelle. Ils n'ont pas encore l'autorisation de quitter le territoire iranien et on ne sait pas quand cela pourrait arriver. Rapide tour de table sur cette libération. Qui veut commencer ? On ne peut qu'être soulagé parce que c'était les plus longs. Ils ont été les plus longs otages d'État, enfin depuis de très nombreuses années. Donc oui,
Et puis là, alors leur libération est liée à une autre affaire en France, dont on de Madi Esfandiari, qui est elle aussi à l'ambassade d'Iran, iranienne, qui a été libérée. Et dont le procès est attendu en début d'année. Eux, ils ont déjà été condamnés, et les Iraniens ne relâchent qu'une fois la condamnation prononcée. Donc quand ils ont été condamnés, on s'est dit, il y a peut-être une chance, effectivement. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils sont? Ils passent un sas. Très loin de leur famille, effectivement, leur famille doit être, a envie de les embrasser, de les toucher, de les retrouver. Mais je pense que quand on a vécu un tel choc, un sas aussi, presque est très nécessaire. Moi, ce que je trouve le plus fou, c'est que ce genre de choses existe encore. C'est que cette diplomatie des otages de la part de l'Iran, on la connaît depuis des décennies, mais qu'on en soit toujours sur ces espèces d'arrestations complètement... Comme en Algérie. Oui, bien sûr, mais il y a un moment, est-ce que la diplomatie, on appelle ça la diplomatie des otages, quand j'ai entendu les conditions de détention, c'est absolument fou. Un néon 24 heures sur 24, pas de ligne, on dort à même le sol, enfin voilà. Il y a un moment, il y a une indignation énorme, il y a donc un énorme soulagement, mais il y a un moment, il faut que ça cesse. Je ne comprends pas qu'on en soit toujours à ce genre de pratique, mais bon. Ziad, un dernier mot? Il faut être patient, croiser les doigts, parce que entre maintenant le procès de l'Iranienne à Paris, il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir dans cette région très perturbée, il peut y avoir toutes sortes de facteurs. Il peut y en avoir d'autres. Oui, ou peut-être d'autres qui se font attraper. Donc je pense que la prudence et la patience pour arriver à bon port. Après, moi, il y a juste un tout petit truc qui m'a frappé aussi, c'est de voir qu'en France, quand j'ai vu des témoignages d'otages qui revenaient en France et qui parlaient d'un retour un peu kafkaïen dans la société française, qui ne les prend pas en main. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de prise en main, il n'y a pas des histoires absolument aberrantes du fisc qui vous demande vos impôts. Qui on demande des impôts, oui. Non, je pense que là aussi, il y a peut-être des... Enfin bon, c'est un peu triste à dire, mais je pense que dans la réalité du monde d'aujourd'hui, il faut aussi qu'on s'occupe des gens quand ils reviennent chez nous. C'est sûr que quand tu es 3 ans otage et qu'on te demande des arriérés d'impôts... Il ne faut pas oublier aussi qu'on a 2 autres prisonniers, on les appellera comme on veut, en Algérie, dont un écrivain et un journaliste qui étaient là que pour faire son métier. Les truands, les dessins. Alors là, j'ai uniquement 2 dessins. Un premier qui nous vient de Pierrick, en France, qu'on voit à l'écran. Alors, je vais avoir du mal à le lire, mais... Cécile Kohler, Jacques Paris libéré, mais confiné à l'ambassade de France. Un autre Ferrero, demande l'ambassadeur. Qui fait écho, justement, à ce sas qui peut durer longtemps, malheureusement, pour toutes les raisons que vous avez indiquées. Et un second dessin, alors plutôt un dessin hommage avec clin d'œil que j'ai fait pour l'émission, où c'est enfin une bonne nouvelle dans une semaine, alors qui en France a été oblitérée par d'autres affaires que celles qu'on a parlé ici, Shine, le BHV, etc. Donc un bon marché, puisqu'il s'agit, paraît-il, d'un marché qui sauve la semaine, en tout cas pour ces deux personnes. Voilà, et puis on va espérer bien évidemment un retour très prochain en France pour Cécile Kohler et Jacques Paris. Merci beaucoup Truand, merci Fabrice, merci Patricia, merci Ziad d'avoir participé à cette émission à retrouver sur notre site internet, en podcast et sur nos réseaux sociaux. Point complet sur l'actu international dans quelques minutes.